Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast. La conciliation mode d'emploi, épisode 2, la conciliation en action. Négocier, convaincre, tenir le cap. Tony Ascioli, avocat podcast. Au cours du premier épisode de cette série consacrée à la conciliation, nous avons vu comment naît la conciliation. Nous étions au tout début du processus. Le chef d'entreprise, souvent accompagné de son expert comptable, est venu me voir. Car ce dernier a constaté que la situation devient tendue. La trésorerie se contracte, les échéances s'accumulent. Les partenaires commencent à s'inquiéter. L'entreprise n'est pas encore au bord du précipice, loin de là. Mais il devient nécessaire d'agir. Nous avons vu comment préparer la requête, comment saisir le président du tribunal, comment proposer éventuellement le nom d'un conciliateur, et c'est toujours préférable, et comment l'ordonnance d'ouverture permet de faire entrer l'entreprise dans un cadre confidentiel, apaisé, organisé et rassurant pour tous les partenaires. Aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, nous entrons dans le cœur de la procédure. La conciliation est ouverte. Le conciliateur est désigné. Le dirigeant reste aux commandes. L'expert comptable continue d'apporter les chiffres. L'avocat sécurise la stratégie en passant du numérique au juridique. Et maintenant, il faut négocier. C'est là que beaucoup de choses se jouent. Car une conciliation, ce n'est pas seulement une procédure que l'on ouvre, c'est une procédure que l'on anime. C'est une négociation que l'on conduit. C'est un équilibre que l'on construit, créancier par créancier, engagement par engagement, échéance par échéance. Le mot important ici est le mot confiance. La conciliation sert à recréer de la confiance là où elle commençait à se fissurer. Confiance du banquier, confiance des créanciers publics, de l'administration fiscale, de l'URSSAF, confiance du fournisseur stratégique, confiance du bailleur, confiance du dirigeant lui-même, qui sort enfin de l'isolement. Alors, comment ça se passe concrètement ? Une fois l'ordonnance rendue, le premier moment important est généralement une réunion de cadrage. Autour de la table, on retrouve le dirigeant, son avocat, son expert comptable, parfois ses collaborateurs, comme le directeur financier et bien sûr le conciliateur. Cette réunion doit répondre à une question simple. Quelle est la stratégie ? On ne peut pas réussir une conciliation en appelant tous les créanciers dans le désordre. On ne peut pas réussir une conciliation avec un message improvisé. On ne peut pas réussir une conciliation avec un prévisionnel approximatif. Il faut une méthode. Première étape, comprendre exactement la difficulté. Est-ce une difficulté de trésorerie temporaire ? Est-ce un endettement trop lourd ? Est-ce un mur de dette fiscale ou sociale ? Est-ce un problème bancaire ? Est-ce la perte d'un client important ? Est-ce un conflit entre associés ? Est-ce un litige commercial ? Est-ce une activité rentable, mais momentanément asphyxiée par le poids du passé ? La réponse à cette question est essentielle parce que toutes les conciliations ne se ressemblent pas. D'où l'importance du travail préparatoire, car la conciliation, je vous le rappelle, ne dure que 4 mois, voire 5 au maximum. Tout ce travail doit être fait en amont et validé en aval dès les premiers jours de la conciliation. Il y a des conciliations très bancaires, où le sujet principal est le rééchelonnement d'un prêt, le maintien d'une ligne de trésorerie,
la restructuration d'un PGE ou l'obtention d'un nouveau concours. Il y a des conciliations plus sociales et fiscales, où l'enjeu principal est la créance publique, l'URSSAF, la TVA, l'impôt. Il y a des conciliations commerciales, où il faut convaincre un fournisseur stratégique de maintenir ses livraisons, ou un bailleur d'accepter des délais, ou un franchiseur de modifier les conditions du contrat de franchise. Et puis, il y a des conciliations plus globales, dans lesquelles il faut tout reprendre, banque, fournisseurs, crédit bailleur, mobilier, voire immobilier, dette publique, bail, associés, garantie, trésorerie, prévisionnel et parfois même modèle économique. C'est pourquoi la deuxième étape consiste à établir une cartographie des créanciers. Il faut distinguer les créanciers essentiels des créanciers secondaires. Un créancier essentiel, c'est celui sans lequel l'entreprise ne peut pas continuer. La banque qui finance l'activité, l'URSSAF dont le passif menace la trésorerie, le bailleur des locaux indispensables à l'activité, le fournisseur sans lequel l'entreprise ne peut pas produire, le crédit bailleur qui finance le matériel, l'assureur crédit qui peut provoquer un effet domino, le partenaire qui détient une créance importante et qui menace d'agir. La conciliation n'a pas nécessairement vocation à réunir tout le monde. Elle doit être ciblée. Le bon réflexe consiste à se demander de qui avons-nous besoin pour sauver l'entreprise? Qui doit consentir un effort? Qui doit être rassuré? Qui peut bloquer la solution? Qui peut, au contraire, aider à la rendre possible? C'est ici que le conciliateur joue un rôle déterminant. Il n'est pas l'avocat du dirigeant. Il n'est pas le juge. Il n'est pas le représentant des créanciers. Il n'est pas un administrateur judiciaire qui assisterait le dirigeant dans sa gestion au quotidien. Il est un tiers indépendant, désigné, je le rappelle, par le président du tribunal, et dont la mission est de favoriser la conclusion d'un accord amiable entre l'entreprise débitrice et ses principaux créanciers ou partenaires. Son autorité repose sur plusieurs piliers. D'abord, il est désigné par le président du tribunal. Cela donne un cadre sérieux à la discussion. Ensuite, il connaît les difficultés d'entreprise. Il sait parler aux banques, aux créanciers publics, aux fournisseurs. Enfin, il a une position de tiers. Il peut dire des choses que le dirigeant ne peut pas toujours dire seul. Il peut rendre objectives les discussions. Il peut rappeler à un créancier qu'une position trop brutale risque d'aggraver la situation et de réduire les chances de paiement. En pratique, le conciliateur va souvent commencer par demander une documentation juridique, comptable et financière, un état des dettes, un échéancier, un prévisionnel de trésorerie, les derniers comptes, le détail des concours bancaires, les dettes fiscales et sociales, les engagements hors bilan, les garanties données, les procédures en cours, les contentieux éventuels. L'objectif n'est pas de noyer le dirigeant sous les demandes. L'objectif est de bâtir un dossier crédible. Car un créancier ne consent pas un effort simplement parce qu'on lui dit « faites-nous confiance ». Il consent un effort lorsqu'il comprend que cet effort est rationnel. Il faut donc lui démontrer 3 choses. Premièrement, la difficulté est réelle. Deuxièmement, l'entreprise a une chance sérieuse de retrouver sa pérennité. Troisièmement, l'effort demandé au créancier est préférable à l'échec de l'entreprise. C'est la logique fondamentale de la conciliation. On ne demande pas à un créancier d'être généreux.
On lui montre que son intérêt bien compris est d'accepter une solution négociée. Prenons un exemple simple. Une entreprise doit 100 000 € à un fournisseur stratégique. Le fournisseur menace de suspendre les livraisons. S'il suspend, l'entreprise ne peut plus produire. Si elle ne produit plus, elle ne facture plus. Si elle ne facture plus, elle ne paiera personne, y compris ce fournisseur. C'est évident, mais ça mérite d'être dit. Dans une conciliation, le message peut être le suivant. Nous reconnaissons la dette, nous ne la contestons pas. Mais si vous exigez tout immédiatement, l'entreprise risque de tomber. Si vous acceptez un étalement réaliste, vous préservez à la fois votre créance, votre client et le courant d'affaires futur. Cette approche est très différente d'une simple demande de délai judiciaire. C'est une négociation économique. Le même raisonnement vaut pour une banque. Une banque peut être tentée de réduire son exposition. Elle peut vouloir dénoncer un concours, elle peut refuser une nouvelle ligne, elle peut se protéger, c'est compréhensible. Mais la conciliation permet de replacer la banque dans une analyse globale. Que se passe-t-il si la banque se retire brutalement? L'entreprise peut-elle continuer? Quel serait le risque de redressement judiciaire? Quel serait le taux et les chances de remboursement en procédure collective? Le maintien temporaire d'un concours n'est-il pas préférable à une rupture immédiate? Un rééchelonnement n'est-il pas plus intelligent qu'un contentieux? La conciliation permet de mettre ces questions sur la table, calmement, et surtout elle permet de les poser dans un cadre confidentiel. C'est un point essentiel. Je le rappelle, la conciliation n'est pas publique. L'ouverture de la procédure ne fait pas l'objet d'une publicité. Cette confidentialité est l'un des grands atouts de la procédure. Pourquoi? Parce que la publicité de la difficulté peut parfois aggraver la difficulté. Rendre le remède pire que le mal. Un fournisseur inquiet peut couper les livraisons. Un client peut se détourner, un salarié peut perdre confiance, un concurrent peut exploiter la situation, une banque peut durcir sa position. La conciliation permet d'éviter cet emballement possible. Elle permet de parler aux bons interlocuteurs, ceux habitués au sein des services des affaires spéciales, notamment des banques, aux hypothèses et au cadre de la conciliation, au bon moment, avec les bonnes informations. Mais attention, la confidentialité n'autorise pas l'improvisation. Elle n'est pas un écran destiné à cacher la réalité. Elle est un outil de protection pour organiser une négociation sérieuse. Tonia Scioli, avocat podcast. Dans l'épisode précédent, nous avons dit que la conciliation était amiable. C'est vrai. Mais il faut ajouter une nuance importante. Amiable ne veut pas dire impuissante. C'est l'un des points les plus intéressants de la procédure. En principe, la conciliation ne suspend pas de plein droit les poursuites. Ce n'est pas une sauvegarde. Ce n'est pas un redressement judiciaire. Les créanciers ne sont pas collectivement arrêtés par l'ouverture de la conciliation. Mais le droit prévoit des outils utiles lorsque certains créanciers menacent de faire échouer la négociation. Si un créancier met en demeure l'entreprise de payer, s'il engage une action en justice, ou s'il refuse de suspendre l'exigibilité d'une créance dans certaines conditions, le débiteur peut demander au président du tribunal des délais. C'est ce qu'on appelle la suspension ciblée des poursuites pendant la conciliation et l'octroi de délais de paiement
dit délai de grâce, après la conciliation à l'égard des créanciers qui ne sont pas partis à l'accord. C'est un message important pour les chefs d'entreprise. Il ne faut pas croire que la conciliation est une simple discussion sans levier. Elle repose sur la volonté des parties, certes, mais le cadre judiciaire lui donne une force. Un créancier récalcitrant peut comprendre qu'il a intérêt à participer à la solution plutôt que de se mettre en marge d'un processus encadré par le président du tribunal. Cela ne signifie pas que l'on peut imposer un accord général à tout le monde, non. En conciliation, seuls les créanciers qui acceptent l'accord sont tenus par cet accord. Mais il existe des mécanismes permettant d'éviter qu'un créancier isolé fasse échouer l'ensemble de la démarche par une pression excessive. Cette distinction est capitale. La conciliation n'est pas une procédure collective qui porte ce qu'on appelle une forme de discipline collective, avec un arrêt général des poursuites, le gel du passif. Non. Elle ne contraint pas tous les créanciers par un vote ou par un plan imposé par le tribunal. Mais elle n'est pas non plus une négociation sauvage, sans règles, sans juge, sans protection. Elle se situe précisément entre les deux. Elle conserve la souplesse de l'amiable, elle apporte le levier dans un cadre judiciaire permettant justement d'imposer des solutions à des créanciers récalcitrants. Parlons maintenant des créanciers publics. Dans beaucoup de dossiers, l'URSSAF et l'administration fiscale occupent une place importante. Le chef d'entreprise a parfois accumulé des retards de charges sociales, de TVA, d'impôts ou de prélèvements à la source. Ces dettes sont sensibles, elles inquiètent. Je rappelle que le non-paiement des cotisations salariales, c'est-à-dire le précompte, constitue une infraction pénale. Les créances publiques ont un statut particulier du fait que leur existence et leur recouvrement obéissent à des considérations d'intérêt général. Mais là encore, la conciliation peut être utile. Elle permet de discuter avec les créanciers publics dans un cadre global. Elle permet de présenter une vision d'ensemble. Elle permet d'éviter que chaque dette soit traitée séparément sans cohérence. Notamment, il est possible, dans le cadre de la conciliation, de saisir, dans des conditions particulières et, je dirais, adaptées à la procédure de conciliation, la fameuse CCSF, la commission des chefs de services financiers qui réunit les principaux créanciers publics, saisis d'une demande de délai ou de remise de dette publique et qui vote à l'unanimité. Si en théorie, elle peut être saisie d'une demande de remise de dette publique, la réalité pratique, c'est qu'elle consent plutôt des délais. L'objectif est de bâtir un plan réaliste de règlement des créanciers publics à l'instar du rééchelonnement des créances privées. Et le mot réaliste est essentiel. Un mauvais accord est parfois pire que pas d'accord du tout. Si l'entreprise accepte un échéancier impossible à tenir, elle ne fait que déplacer le problème de quelques semaines ou de quelques mois. La conciliation ne doit pas servir à acheter un peu de temps au prix d'une impasse future. Elle doit servir à construire une vraie solution. Cela suppose parfois de dire non à un plan trop lourd. Cela suppose de dire aux créanciers « nous voulons payer, mais nous ne pouvons pas payer selon ce rythme.
Si nous acceptons cet échéancier, nous savons déjà que nous ne le respecterons pas. Cette sincérité est difficile, mais elle est indispensable. Le dirigeant doit comprendre qu'en conciliation, il ne s'agit pas de rassurer artificiellement, il s'agit de convaincre, sérieusement. L'expert comptable joue ici un rôle majeur, il peut vérifier si l'échéancier proposé est tenable. Il va simuler plusieurs hypothèses, il peut montrer l'impact d'un différé de paiement, il peut démontrer que tel effort demandé au créancier permet de préserver l'exploitation. Il peut aussi alerter. Par exemple, attention, si nous acceptons de rembourser cette dette sur 12 mois, la trésorerie sera à nouveau négative au 4e mois. Ou au contraire, si nous obtenons un différé de 6 mois et un étalement sur 36 mois, l'entreprise peut tenir à condition de maintenir son niveau de marge. C'est ce type de travail qui transforme la conciliation en véritable outil de gestion de crise. Il ne faut pas seulement négocier une dette, il faut négocier une trajectoire, il faut aussi hiérarchiser les demandes. Tous les créanciers ne doivent pas nécessairement faire le même effort. Certains peuvent accepter un simple délai, d'autres devront peut-être consentir un rééchelonnement plus long, d'autres encore devront maintenir une relation commerciale essentielle. Dans une conciliation réussie, chacun doit comprendre sa place dans l'équilibre général. Le fournisseur doit comprendre qu'il permet la poursuite de l'activité. La banque doit comprendre qu'elle stabilise la trésorerie. L'URSSAF doit comprendre que son échéancier rend possible la continuation. Le bailleur doit comprendre que le maintien de l'entreprise dans les lieux, objet du contrat de bail, est préférable à une vacance locative. Les associés doivent comprendre qu'ils doivent parfois contribuer à l'effort, par exemple en laissant leur compte courant bloqué ou en apportant des fonds. Car oui, la conciliation ne concerne pas seulement les créanciers extérieurs. Elle peut aussi impliquer les associés. Un créancier acceptera plus facilement un effort si le dirigeant ou les associés montrent qu'ils prennent eux aussi leur part. Il est difficile de demander aux banques, à l'URSSAF, aux fournisseurs de consentir des délais si, en parallèle, les associés retirent des comptes courants ou refusent tout effort. La conciliation est une négociation de confiance. Et la confiance suppose une forme d'exemplarité. Cela ne veut pas dire que le dirigeant doit tout sacrifier. Cela ne veut pas dire qu'il doit systématiquement accepter de nouvelles garanties. Cela veut dire qu'il doit démontrer son engagement. L'un des points pratiques les plus importants est le calendrier. Une conciliation dure peu de temps, on l'a vu. La durée initiale de la mission est limitée, 4 mois, avec une prorogation possible d'1 mois. Et c'est fini. Et il ne peut y avoir 2 conciliations qui se suivent. Un délai de carence entre 2 conciliations de 3 mois est obligatoire. Cela impose un rythme. Oui, on peut imaginer, si la conciliation n'aboutit pas à un accord, mais que cet accord est possible, de basculer après les 5 mois en procédure de mandat ad hoc et de revenir ensuite en conciliation. Mais tout cela est stratégique. Tout cela impose un rythme. Dans les premières semaines, il faut identifier les créanciers concernés, leur transmettre les éléments utiles, organiser les réunions, recueillir les positions. Ensuite, il faut faire évoluer les propositions. Très souvent, la première proposition ne sera pas acceptée, c'est normal. La négociation suppose des ajustements. Un créancier demandera plus de garanties, un autre demandera un effort plus court, un autre voudra être traité comme tel autre créancier, avec un principe d'égalité de traitement des créanciers bancaires. Un autre exigera une clause de retour à meilleure fortune. Un autre voudra savoir ce que feront les banques avant de se prononcer. Le rôle du conciliateur est alors de maintenir le fil. Il évite que chacun parte dans sa logique isolée. Il rappelle l'objectif commun. Il reformule. Il approche et rapproche les positions. Il teste les compromis. Le rôle de l'avocat est de sécuriser juridiquement ce qui se construit, d'assister évidemment son client dans les négociations. Le rôle de l'expert comptable est de vérifier que ce qui se négocie est financièrement supportable. Le rôle du dirigeant est de porter son projet avec sincérité et détermination.
Il ne faut jamais oublier que c'est son entreprise dont il s'agit. C'est lui qui connaît ses clients, ses équipes, son marché, ses contraintes quotidiennes. La conciliation n'a pas vocation à le remplacer, elle a vocation à l'aider temporairement. À ce stade, une question revient souvent, faut-il informer les salariés? La réponse dépend du contexte. La conciliation est confidentielle. L'ouverture de la procédure n'a pas à être portée publiquement à la connaissance des salariés. Mais si des mesures concrètes touchent l'organisation, l'emploi ou la marche générale de l'entreprise, la question de l'information ou de la consultation des représentants du personnel peut se poser. La confidentialité est la règle, mais elle ne dispense jamais de respecter les obligations sociales lorsque des mesures concrètes sont envisagées. Là encore, il faut être accompagné. Un autre point mérite d'être souligné, la conciliation protège aussi contre certaines clauses contractuelles dangereuses. Certains contrats peuvent prévoir que le seul fait de demander une conciliation aggrave la situation du débiteur, pénalité, exigibilité immédiate, garantie supplémentaire, conditions plus dures. Le droit neutralise ces clauses qui auraient pour effet de sanctionner l'entreprise du seul fait qu'elle sollicite une conciliation. C'est très important. Le législateur veut encourager le recours aux procédures amiables, parce qu'elles réussissent, on l'a déjà dit, à hauteur de 80%. Il serait contradictoire de permettre à un contrat de punir une entreprise simplement parce qu'elle cherche à traiter ses difficultés de manière préventive et responsable. Alors, à quoi reconnaît-on une conciliation qui avance bien? On la reconnaît à plusieurs signes. Les chiffres sont stabilisés, les créanciers essentiels ont accepté de discuter, les positions sont connues, les points de blocage sont identifiés, le prévisionnel est crédible, les efforts demandés sont cohérents, le dirigeant tient un discours clair, le conciliateur parvient à maintenir un cadre, les conseils travaillent ensemble et surtout, un projet commence à apparaître. À l'inverse, une conciliation se fragilise lorsque les chiffres changent sans cesse, lorsque le dirigeant minimise les difficultés, lorsque les créanciers découvrent tardivement des informations essentielles ou lorsque le plan proposé repose sur des hypothèses trop optimistes, voire irréalistes. La conciliation aime la vérité. Pas la vérité brutale, désorganisée ou anxiogène, mais la vérité utile, celle qui permet d'agir. Il vaut mieux dire clairement « Nous avons besoin de 6 mois de respiration et d'un étalement sur 3 ans » plutôt que de laisser croire que tout ira mieux sous 15 jours. La crédibilité est l'actif principal du dirigeant en conciliation. Quand la négociation avance, on commence à préparer l'accord. Mais ce sera le sujet du 3e et dernier épisode de cette série. Car il existe plusieurs façon de sortir d'une conciliation. On peut aboutir à un accord simplement signé. On peut demander au président du tribunal de constater cet accord. On peut même demander au tribunal de l'homologuer. Ces choix ne sont pas neutres, ils emportent des conséquences en matière de confidentialité, de sécurité juridique, d'exécution, de publicité et parfois de privilèges de conciliation pour les apporteurs d'argent frais, la fameuse new money. Nous verrons tout cela dans le prochain épisode. Tonia Scioli, avocat, podcast. Pour conclure ici, retenons les idées essentielles. Première idée, la conciliation est une négociation structurée. Elle ne s'improvise pas, elle se prépare, se pilote, se documente. Deuxième idée, le conciliateur est un tiers de confiance. Il ne dirige pas l'entreprise, mais il facilite la recherche d'un accord avec les principaux créanciers. Troisième idée, l'expert comptable est indispensable. Il transforme les demandes en hypothèses chiffrées et vérifie que les engagements proposés sont tenables. Quatrième idée, l'avocat
a un rôle essentiel dans la mesure où il transforme le numérique en juridique, qu'il sécurise, qu'il envisage déjà les clauses de l'accord de conciliation au fur et à mesure que la négociation se déroule. Il va apporter son expertise sur la faisabilité juridique des négociations et de leurs résultats. Cinquième idée, la conciliation est amiable, mais elle n'est pas désarmée. Il n'y a pas de suspension générale des poursuites, mais il existe des leviers pour traiter certains créanciers récalcitrants. La suspension ciblée des poursuites, les délais judiciaires. Sixième idée, la confidentialité est un atout majeur. Elle permet de traiter la difficulté sans déclencher une crise de confiance généralisée. Et enfin, septième idée, une conciliation réussie repose sur la sincérité de tous. Il faut dire la difficulté, il faut la documenter, il faut proposer un effort équilibré. Il faut convaincre que le maintien de l'entreprise est préférable à son effondrement. La conciliation est une procédure d'intelligence économique. Elle permet de rappeler une chose simple. Un créancier n'a pas toujours intérêt à être le premier à poursuivre. Le prix de la course a ses limites. Il a parfois intérêt à être l'un de ceux qui rendent possible le rebond. Dans le prochain épisode, nous verrons comment transformer cette négociation en accord. Accord constaté ou accord homologué? Quels effets? Quelle sécurité? Quel suivi? Que se passe-t-il si l'accord n'est pas respecté? Et comment faire de l'accord de conciliation, non pas une parenthèse, mais le point de départ d'un véritable rebond? Merci de votre écoute. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tony Ascioli, avocat, podcast.